je ne veux pas être complotiste, mais quand on sait que ça s'est prouvé, c'est sorti, qu'on sait qu'ils ne révèlent jamais la liste complète des produits qu'il y a dans les vaccins ou dans certains médicaments, je me dis peut-être, c'est peut-être, je n'ai pas, peut-être que Trump a des données là-dessus que je n'ai pas, que finalement ils ont rajouté plein de saloperies dans différents vaccins. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Perron, Christian Perron. Vous êtes connu pour vos prises de position critiques sur la gestion sanitaire de la pandémie de Covid-19, tant en France qu'à l'international. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous plusieurs sujets d'actualité, des États-Unis à l'OMS en passant par la France, afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires, politiques et éthiques qui se dessinent pour les années à venir. Alors d'abord, on va commencer par une actualité récente. Vous deviez apparaître sur M6 dans une émission très attendue, mais votre intervention a finalement été annulée. Savez-vous pourquoi et est-ce selon vous une forme de censure? Alors effectivement, c'était il y a quelques jours, le soir, c'était en fin d'après-midi, un journaliste de M6 me dit, Professeur Perron, on aimerait avoir votre avis d'expert sur la maladie des légionnaires, la légionellose, parce qu'il y avait quelques cas groupés en Savoie, dont un décès et plusieurs personnes en réanimation. Ça avait aussi touché des sujets jeunes. Moi, j'ai dit d'accord, donc j'ai fait ça en visioconférence parce que j'étais pas à Paris. Et il m'a dit, c'est excellent votre interview, c'est très clair. Et c'était finalement peu de temps avant le journal du soir, hein, qui était attendu. Alors après, j'ai pas eu de nouvelles, mais je sais que c'est pas passé. Mais je me doute que ce jeune journaliste, il avait probablement regardé sur Internet, il cherchait un spécialiste de la légionellose. Et comme il y a quelques années, c'était juste avant le Covid, j'étais considéré comme un des meilleurs experts parce que même le ministre de la Santé à l'époque m'avait demandé d'être dans le groupe d'experts quand il y avait eu l'ouverture de l'hôpital Pompidou, qu'il y avait eu des morts à cause de la légionellose, tout ça. Bon, il n'était peut-être pas au courant des polémiques avec les chaînes publiques entre moi et les chaînes publiques. Et on lui est pour rien, ce journaliste. Mais je pense qu'après, le rédacteur en chef du journal a dû péter un câble quand il a vu qu'il avait interviewé Perron. Et en urgence, ils ont dû trouver un autre médecin, le professeur Rabot, pour parler à ma place. Bon, c'est... J'étais content que M6 me contacte parce que finalement, c'était un sujet qui n'était pas du tout polémique. J'ai le droit de parler. Je pense, un expert compétent dans le domaine. Mais ça montre que la censure est encore féroce, à mon avis. Après, j'ai pas de preuves, mais on va dire que mais, c'est comme ça. C'est triste pour eux. Mais bon. Tournons-nous maintenant vers les États-Unis où le débat sur les vaccins prend une grande ampleur. Monsieur Kennedy, aujourd'hui, a démis le chef des vaccins du CDC. Comment analysez-vous cette décision? Est-ce un geste politique ou un vrai changement de cap sanitaire? Alors, c'est un changement de cap sanitaire parce qu'il faut voir que, au-delà des vaccins, aux États-Unis, mais c'est pareil dans la plupart des pays, il y a une corruption systémique gigantesque et en particulier pour les États-Unis, des, des présidents des agences de régulation, la FDA, qui est l'agence du médicament et de l'alimentation, le NIH, qui est l'équivalent de l'INSERM, l'Institut national de recherche aux États-Unis, le CDC d'Atlanta, qui est le centre de surveillance des maladies, toutes ces instances avaient à leur tête des gens qui ont participé à toute la manipulation politique sur le Covid, qui ont soutenu la pseudo-vaccination, qui ont promu les pires mesures sanitaires. Et alors ça, c'est sur le Covid, mais de façon plus générale, moi j'avais découvert un peu tout ça parce qu'il y a quelques années, c'était d'ailleurs la première année après le début du Covid, j'avais été contacté par l'équipe de Kennedy, parce que je connaissais un peu des gens de son équipe, je ne le connaissais pas personnellement. Il m'avait demandé si je voulais bien préfacer la version française du livre de Bob Kennedy Jr., qui s'appelle en français Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma, sur toutes les corruptions, manipulations. C'est un livre fantastique, quoi. C'est un pavé, il fait plus de 500 pages, c'est écrit petit, mais tout est sourcé. Et ce livre était déjà sorti en anglais aux États-Unis un an auparavant, c'était déjà un best-seller.
Les gens disent, mais Kennedy il diffame tout le monde. Et il cite tous les noms, il se gêne pas. Il balance machin responsable de mort dans tel pays avec des études cliniques bidonnées. On a caché les morts sous le tapis. Il balance tous les noms, les dates. Mais lui, c'est un avocat, Kennedy, c'est pas un médecin. Mais son livre, c'est 40 ans d'enquête sur toutes les crapuleries de l'industrie pharmaceutique. Oh, c'est plus large que le vaccin, hein. Il y a beaucoup de choses sur le sida aussi, les recherches en Afrique. On a utilisé les Africains comme des cobayes humains. Et quand on lit ce livre, on est impressionné. Et où j'étais impressionné, c'est qu'il y a eu zéro plainte pour diffamation contre lui à cause du livre. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages de références. Tout ce qu'il dit est prouvé. Un peu comme dans mes livres aussi, j'ai jamais été attaqué parce que tout ce que j'ai dit était prouvé. Alors, je n'étais pas tout à fait d'accord avec certains points. Il disait des choses pas très correctes sur le sida, et puis il était un peu trop, je trouvais, anti-vax en général. Mais et d'ailleurs, j'avais demandé à son équipe, demandé à Bob Kennedy s'il est d'accord que je fasse quelques réserves sur son livre. Et il a accepté, c'est un signe d'intelligence, parce que moi, on m'a demandé de préfacer des livres, je n'étais pas tout à fait d'accord avec certains points, et les auteurs ont refusé que je critique un peu. Donc, pour moi, c'est un signe de bêtise. Voilà, donc j'ai découvert ce monde des vaccins. Kennedy n'est pas un anti-vax. Ce qui le meilleur de lui, et puis moi aussi, parce que moi j'étais dans le système, j'étais à fond pour les vaccins, c'est de découvrir qu'au fil du temps, maintenant ça fait probablement plusieurs décennies, même si au début j'avoue que j'étais naïf, j'ai pas tout vu du premier coup. Euh, les études faites pour mettre au point ou mesurer l'efficacité des vaccins, ce sont des études qui ne sont pas faites selon les normes de la science. Ça, nos grands défenseurs de la science nous disent ah, il faut absolument que ce soit une étude randomisée contre placebo avec tirage au sort ou contre un ancien vaccin. Là, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. On s'aperçoit que quand ils font contre soi-disant un placebo, ils font jamais contre un placebo, ils font contre tous les excipients qu'il y a dans le vaccin. Comme ça, si jamais dans les adjuvants, dans les excipients, il y a des choses qui peuvent donner des effets secondaires, ben, on ne verra pas de différence entre les deux groupes puisque le groupe témoin a reçu les excipients. Donc, c'est des choses comme ça. Ou alors, quand on a démontré l'efficacité du vaccin, bon, démontré, on sait qu'il y a aussi beaucoup de fraude. Maintenant, tout ça, je l'ai découvert avec le Covid, qu'il y avait de la fraude dans les études. Je m'en doutais même pas avant. Si je l'avais vu un peu avec la maladie de Lyme, mais euh, dès qu'ils ont montré que ça marchait, hop, tous les gens qui n'ont pas eu le nouveau vaccin sont vaccinés presque d'office en disant qu'il ne faut pas leur faire perdre de chance. Du coup, on n'a pas de suivi à long terme de ceux qui ont vraiment reçu le vaccin et des autres, parce qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être plus tardifs. Donc, on s'aperçoit qu'il y a plein de manipulations et de magouilles dans les études. Et Kennedy a dit qu'il faut que ça s'arrête, il faut que maintenant les nouveaux vaccins soient évalués de façon scientifique. En double D'ailleurs, aveugle. comment? En double aveugle, je crois qu'il a Oui, proposé. c'est ça, un double aveugle, oui, oui. Et, mais que ce soit fait. Et là, il y a eu des doubles aveugles, mais qui étaient des doubles aveugles un peu bidonnés, qui n'étaient pas des vrais doubles aveugles. Bon. Et ça, je suis entièrement d'accord avec lui. En plus, on sait que moi, j'avais une grande confiance dans l'industrie du vaccin, mais maintenant, j'ai plus confiance parce qu'on l'a vu, ça a explosé à la tête de tout le monde avec le Covid. Ils sont capables de mettre tout un tas de trucs dans les vaccins sans les déclarer. Et alors ça, c'est absolument scandaleux. Tout le monde ferme les yeux et on sait qu'il n'y a pas toujours les mêmes compositions. Si on revient au vaccin Covid, quoi, soi-disant vaccin Covid, il n'y a pas les mêmes compositions d'un labo à l'autre. Il faut savoir quand même que pour le vaccin de Pfizer, ils ont fait un processus de fabrication numéro un pour faire l'étude. Et après, ils ont utilisé un processus de fabrication numéro 2 pour les malades. C'est-à-dire que normalement, ils n'auraient jamais eu le droit de l'injecter à un humain parce qu'ils n'ont pas utilisé le même processus de fabrication. On sait que la composition n'est pas la même entre le vaccin. De toute façon, les études déjà sur le vaccin avaient été bidouillées. On sait, il y a eu des publications dans le British Medical Journal là-dessus. Mais en plus, ils ont distribué aux humains un produit qui n'avait pas été évalué. Donc, quand je vois tout ça, alors le Covid, c'est un peu particulier, mais quand je vois toutes les crapuleries qu'ils ont fait sur le Covid, je me dis, si ça se trouve, ça fait des années qu'ils nous manipulent sur les autres produits. Après, moi, j'ai pas de preuves là-dessus, mais c'est vrai que moi, qui étais pro-vax à fond, je suis devenu méfiant. Je suis toujours sur le principe de la vaccination, et c'est là où je rejoins totalement Kennedy. Ça doit être fait dans des bonnes conditions scientifiques et pas n'importe comment, quoi.
On a également vu en Floride, le docteur Joseph Ladapo a récemment annoncé la fin de l'obligation vaccinale, non seulement pour le Covid, mais pour tous les vaccins. Est-ce que ça vous semble une mesure excessive ou cohérente? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, quand j'étais président du comité technique des vaccinations en France, à l'époque, il y avait quatre vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos, polio et le BCG pour la tuberculose. Et moi et dans mon groupe, tous les médecins, les experts, les professeurs de maladies infectieuses, dans le comité technique des vaccinations, on était plutôt pour la suppression des obligations, parce que ce qui dérangeait le gouvernement de l'époque, c'était de dire pourquoi il y en a quatre obligatoires et il y en avait sept autres, parce qu'il y avait déjà 11 vaccins recommandés qui étaient recommandés. Euh, ça gênait un peu les juristes qu'il y ait deux statuts. Pourquoi il y a deux statuts différents? Donc, soit on met tout obligatoire, soit tout recommandé. Et nous, on s'était battu pour le tout recommandé. Et d'ailleurs, c'est moi et mes collègues du comité technique des vaccinations, c'était 10 ans de bataille, hein, c'était difficile. On a obtenu l'abrogation de l'obligation vaccinale BCG pour la tuberculose. Le BCG est un très bon vaccin pour protéger les enfants des formes graves quand il y avait beaucoup de tuberculose, mais comme en France, il n'y avait plus beaucoup de tuberculose, sauf sur des populations un peu fragilisées qui étaient des immigrés qui venaient de pays à haut risque de tuberculose. Il n'y avait plus de justification d'obliger la totalité des enfants à être vaccinés. Et aussi, je suis pour dire que je me suis battu contre les obligations quand c'était du temps de Xavier Bertrand. Il avait passé une loi pour l'obligation de vacciner contre la grippe saisonnière tous les personnels travaillant dans l'établissement. Ça pouvait être la secrétaire, le plombier de l'hôpital ou des gens de l'administration. Euh, Et la loi était passée. Alors, à l'époque, j'étais président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et c'est nous qui devions proposer les décrets ou en tout cas reformuler les décrets d'application. Et c'est comme ça que j'avais pu convaincre Xavier Bertrand et c'était en plus avant la pandémie grippale, que c'était pas ça n'avait pas de sens d'obliger tous les soignants à se vacciner contre la grippe saisonnière alors que ça n'avait pas de conséquences de santé publique sur les patients à l'hôpital. Alors, j'avais dit pour l'argumentaire, si jamais un jour il y avait une pandémie très mortelle, bon, éventuellement, on pourrait justifier une vaccination. Et du coup, Xavier Bertrand avait été sympa et même si ça l'avait probablement un peu agacé, il avait signé un arrêté de suspension de la loi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais surpris récemment quand ils ont dit on va faire une nouvelle loi pour l'obligation vaccinale de la grippe saisonnière dans les hôpitaux, parce que la loi, elle existait déjà, parce que on était intervenu sur les décrets d'application, donc j'ai pas bien compris l'histoire récente. Donc voilà. Alors, nous, on était plutôt pour que tout soit recommandé, ne soit plus obligatoire, avec une surveillance renforcée, parce que si des gens, parce ils en ont marre, ils sont anti-vax, arrêtent de vacciner leurs enfants, il y a un risque de voir réapparaître des maladies infectieuses qui peuvent être prévenues par les vaccins. Donc, moi, ce serait très, très dommageable pour les enfants. Donc, ça devrait s'accompagner d'une surveillance très étroite de ces maladies, mais c'est facile à faire en fait si on le fait sérieusement. Voilà, puis après, c'était, j'avais démissionné du Haut Conseil de la Santé publique et donc du Comité technique des vaccinations. Quelque temps avant, c'était pas très longtemps avant que Agnès Buzyn soit ministre et qu'elle impose l'obligation vaccinale sur les 11 vaccins. Voilà. Et maintenant, en ayant du recul, à une époque, j'étais presque convaincu parce que il y avait des ligues anti-vaccinales qui sortaient des données un peu ubuesques pour dire que les vaccins c'était très dangereux, etc. Il faut pas tomber dans l'excès inverse, hein. Il m'avait un peu agacé, mais maintenant, avec le recul, moi, je suis convaincu qu'il faut redonner la liberté aux citoyens, sauf si une catastrophe sanitaire, à condition que ce ne soit pas une pseudo-catastrophe comme on a vu, euh, éventuellement ça pourrait justifier une obligation. Mais sinon, pour moi, je suis entièrement d'accord avec Kennedy, il faut abroger toutes les obligations vaccinales. D'ailleurs, il a annoncé la résiliation de 22 contrats portant sur les vaccins à ARN messager et il a affirmé que les effets indésirables rapportés pour les vaccins Covid dépassent ceux de tous les autres vaccins cumulés sur les 36 dernières années. Est-ce que vous partagez cette analyse? Il suffit de regarder les bases de données aux États-Unis, il y a le VAERS, c'est la base de données de déclaration des effets secondaires des vaccins. Alors,
quand les données du VERS elles sont accessibles au public, hein, nos détracteurs, les fact-checkers, enfin oui, mais le VERS c'est n'importe quoi parce que n'importe qui peut déclarer. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, n'importe qui a le droit de déclarer un effet secondaire présumé à VERS, mais on s'aperçoit que plus de 80 ou 90% des déclarations sur le VAERS sont faites par des médecins. Donc cet argument ne tient pas debout. Et puis il y a d'autres, il y a eu Eudra Vigilance en Europe, il y a deux, trois bases de données dans le monde. Et effectivement, quelquefois il y a eu des polémiques anti-vaccinales qui n'étaient pas justifiées parce que quand on regarde depuis 30 ans, il y avait un petit bruit de fond d'effets secondaires graves qui ont toujours existé. Il y a eu des chocs anaphylactiques, des gens qui sont morts. Il y a aussi des allergies avec la pénicilline, avec d'autres médicaments. Et quelquefois des effets secondaires tout à fait justifiés pour certains vaccins si on ne prenait pas de précautions. Mais c'était un petit bruit de fond de pas grand-chose. Et d'un seul coup, après la campagne d'inoculation de la thérapie génique, soi-disant vaccin Covid, explosion, on voit un pic énorme comme l'Himalaya qui tombe du ciel. Et en quelques mois, il y avait plus d'effets secondaires déclarés pour un seul produit que sur 20 ou 30 ans sur tous les vaccins de la Terre. Donc ça peut pas être c'est quelquefois il y a des coïncidences. C'est arrivé que quelqu'un se fasse injecter un vaccin puis ait un problème de santé quelques jours après. Donc bon, dans sa tête, ça va être difficile de le convaincre que c'est pas forcément le vaccin, même si ça arrive. Moi, j'ai le souvenir, il y avait un médecin que je connaissais. Il devait se faire vacciner contre la grippe parce que c'était recommandé pour les médecins. Là, c'était la grippe saisonnière. Et puis il avait le rendez-vous, puis il avait oublié. Il était occupé. Il a raté son rendez-vous de vaccination. Donc il n'a pas fait le vaccin. Et 15 jours après, il fait un syndrome de Guillain-Barré. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de causes. Le Guillain-Barré, beaucoup de causes, notamment la bactérie qu'il y a sur le poulet avant qu'il soit cuit. Souvent, les gens se contaminent en manipulant un poulet cru, puis se lèchent les mains en cuisinant. C'est une cause qui est probablement plus fréquente que les vaccins. Ben, il m'a dit, si jamais je m'étais fait vacciner, ce qui n'était pas le cas, on n'aurait pas pu m'enlever de la tête que ce n'était pas le vaccin qui m'avait donné des paralysies. Donc voilà, donc les coïncidences, elles existent. Mais finalement, comme le bruit de fond était assez bas, c'était probablement des vraies coïncidences. Donc, on ne peut plus parler de coïncidence quand il y a un tel pic. Donc, je suis entièrement d'accord avec Kennedy. Cette thérapie génique, soi-disant, qu'on nous a vendue. Le fait de nous vendre ça comme un vaccin, je crois que c'était la pire crapulerie de toute la pandémie. Donc, c'est évident que ça fait exploser la mortalité dans tous les pays qui ont inoculé. Maintenant, il y a les turbocancers, il y a les stérilités, il y a les accidents vasculaires cérébraux, etc. Et à l'autopsie, d'ailleurs, les anatomopathologistes, en France, ils ont presque interdit les autopsies pour les Covid ou les inoculés. Mais dans les pays qui l'ont fait, on voit ce qu'ils appellent les calamars, c'est des gros caillots caoutchouteux blancs. Alors, calamars parce qu'ils épousent la forme des réseaux de vaisseaux, comme ça, quand on ouvre les vaisseaux à l'autopsie. Alors que c'était du jamais vu. Normalement, avant, quand quelqu'un avait une autopsie parce qu'il était mort de chercher la cause de la maladie, les caillots étaient rouges et friables. Et là, c'est blanc caoutchouteux. Des médecins qui ont 30 ans d'expérience d'autopsie, ils ont dit, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Comment ça, ils ont presque interdit les autopsies? Ah ben parce qu'en France, ils avaient dit qu'il ne fallait pas faire d'autopsie pour le Covid parce qu'ils savaient que si on faisait les autopsies, on allait voir que à la fois, bon, dans le Covid, parce que le seul virus dangereux, c'était la première vague, un peu la deuxième vague. Après, c'était des virus qui étaient devenus assez bénins, même si malheureusement, il y a eu des morts chez des gens très à risque. Mais on ne mourrait pas du virus, on mourrait de l'inflammation provoquée par la protéine de pointe, la protéine spike, etc. On mourrait d'inflammation, donc soit les poumons se noyaient dans de l'eau parce qu'il y avait trop d'inflammation, soit on mourrait de thrombose, c'est-à-dire de caillots, d'embolie pulmonaire, d'infarctus du myocarde, beaucoup plus que du virus lui-même. Euh, et donc, attendez, votre question, c'était sur le... Comment ça, est-ce qu'ils ont presque interdit les Ah oui, autopsies? c'est ça. Alors justement, alors que ce soit la mort par Covid, par le virus, ou les complications de l'inoculation du pseudo-vaccin, il voulait surtout pas qu'on voit qu'après l'inoculation de pseudo-vaccin, les gens étaient bourrés de caillots. Et alors, moi, je rends hommage à Cécile Maïchak, cette femme remarquable qui avait fondé le Doctoton.
qui avait été très attaqué par les autorités. Récemment, elle a créé un groupe qui s'appelle La Grande Famille. Elle a demandé à des experts, dont moi et beaucoup d'autres, de parrainer une victime du pseudo-vaccin Covid. Et moi, j'ai parrainé malheureusement un jeune homme qui est décédé, qui s'appelle Anthony Rio, qui avait, je crois, à peu près 24 ans quand ça s'est produit. Il était en train de faire ses examens finaux de ses études de médecine. Il était en pleine forme, c'était un jeune homme sportif qui fumait pas, qui était... Et après l'injection, il a appelé sa mère un soir en disant, Maman, je suis pas bien. Tu vois, il vivait tout seul dans un studio. Sa mère n'avait plus de nouvelles, elle était inquiète. Elle a appelé un peu la police et tout ça. Quand ils ont débarqué chez lui, il était en train de mourir. Ils ont essayé de le réanimer, mais il est mort. Et alors, lui est rare en France à avoir eu une autopsie parce qu'il est mort à Nantes. Et son professeur de médecine à Nantes, il faut lui reconnaître que c'était plutôt bien de sa part, a exigé qu'il y ait une autopsie, qui était pratiquement impossible à obtenir en France pour les Covid et les vaccinés. Et Anthony Rio, ben, il était bourré de calamars, ça, ces gros caillots blanchâtres, il en avait partout dans le cerveau, le foie, la rate. Et il était en pleine forme quelques jours avant. Et évidemment, si les autopsies avaient été encouragées, et si les médias avaient fait leur boulot d'information, ces pseudo-vaccins auraient été arrêtés en quelques semaines, hein. Euh, et d'ailleurs, dans le monde, moi j'ai rencontré deux anatomopathologistes, hein, ces médecins légistes hein, qui font les autopsies. Il y avait un professeur, je ne sais plus si c'est Burkhardt, un nom comme ça, un Allemand. J'étais avec lui quand il y avait une réunion à Bruxelles au Parlement européen. Et le lendemain, à la conférence de presse, il était assis à côté de moi et au Parlement, il avait présenté toutes les diapositives montrant les photos de tissus pulmonaires ou de vaisseaux en coupe avec tous les caillots chez les vaccinés, soi-disant vaccinés. Et il y a aussi un autre professeur américain, là, son nom m'échappe sur le moment, mais qui avait présenté beaucoup de données. Mais curieusement, alors en France, il faut savoir que déjà, le fait de ne plus faire d'autopsie à visée diagnostique, parce qu'avant, il y avait une tradition, quand quelqu'un mourait d'une maladie bizarre, on n'avait pas bien compris le décès, dans tous les hôpitaux, il y avait des anatomopathologistes, il y en avait pratiquement partout, euh, qui pouvaient faire des autopsies. Et ça a été déjà restreint il y a pas mal d'années. On a mis des telles conditions administratives draconiennes pour empêcher les autopsies euh, même avant le Covid, il n'y avait plus que deux endroits en Île-de-France, hein, comme la région parisienne, on pouvait encore faire des autopsies. C'était l'Institut médico-légal et l'hôpital de Garches où je travaillais, parce que là, il y avait un petit groupe de médecins légistes remarquables. Et maintenant, d'ailleurs, le dernier, pendant le Covid, comme il a un peu trop parlé, bah, il a été démis de ses fonctions. Comme moi, à Garches, on démis les gens de leurs fonctions, c'est comme ça. Euh, donc, il voulait surtout, surtout pas qu'on voit les catastrophes dans les tissus des gens décédés. Voilà, c'est ça. Il y a eu vraiment, c'était pas une interdiction comme ça officielle, affichée, mais c'est une interdiction de fait. Et Kennedy, pendant la crise, a confirmé ce que vous dites depuis pas mal d'années, que l'efficacité des vaccins n'avait pas vraiment été testée, la non-transmission également. Est-ce que selon vous, en France, il y a eu un mensonge d'État ou un simple déni de réalité scientifique? Et pourquoi est-ce qu'en France, on continue encore aujourd'hui à promouvoir ces vaccins à ARN? Alors, il faut savoir que la pandémie de Covid est terminée. L'OMS a même fait un communiqué officiel il y a déjà longtemps. Et pourtant, euh, moi j'ai reçu, parce que je suis retraité, déjà plusieurs fois cette année, une belle lettre de la caisse d'assurance maladie pour me dire que j'étais à risque, que j'allais mourir, que le Covid était toujours là, et qu'il fallait que je me fasse vacciner tous les ans pour grippe et Covid. Bon, c'est un scandale parce que les vaccins ARN, pas les vaccins, pardon, les virus ARN, comme les coronavirus, la première fois quand ils connaissent pas l'homme et que l'homme les connaît pas, ça fait boum un peu, il y a quand même des victimes. Mais après, le virus s'habitue à l'homme, l'homme s'habitue au virus. Et c'est connu depuis la nuit des temps, ils sont de moins en moins virulents.
Donc maintenant, si on est à la 20e vague, on s'en fout, ça donne des rhumes, des bronchites. Il n'y a plus de morts du Covid. Alors, quelquefois, ils vont dire, mais si, parce qu'ils continuent à faire des tests PCR totalement frauduleux. Savoir que les tests PCR, dans la façon dont ils ont été conçus, pouvaient générer jusqu'à 90% de faux positifs. Moi, je suis en train de préfacer là un livre écrit par des experts, des scientifiques remarquables du Canada. Et ça, c'est établi que pour avoir 90, c'est pour ça qu'en Véran annonçait la deuxième vague, la troisième vague, la quatrième vague, c'était des vagues de faux tests positifs. Donc, qu'on continue à recommander ça, alors qu'on sait que le vaccin ARN messager, le pseudo-vaccin, a tué au minimum 17 millions de gens dans le monde, hein. Il y a quand même, maintenant, c'est écrit, il y a des sources. Faut vraiment être criminel pour continuer à recommander ça. Et surtout, moi, ce qui me choque énormément, c'est qu'il y a encore des gynécologues, des sages-femmes qui demandent aux femmes enceintes d'être inoculées, alors qu'on sait que c'est très dangereux et que ça multiplie beaucoup le risque de fausse couche. Je suis en train j'ai préfacé aussi un autre livre qui n'est pas encore sorti d'un expert qui a travaillé pour l'industrie pharmaceutique et qui a montré qu'il y avait une étude faite au début du Covid chez la femme enceinte. Alors vraiment, c'était totalement illégal. On n'a pas le droit d'inoculer une femme enceinte avec un nouveau produit avant 20 ans. Mm. Et ils ont quand même fait une étude clinique contre. C'était Et M. Véran qui s'était affiché à l'hôpital avec une ancienne ministre enceinte. Je ne sais pas si vous vous oui, rappelez l'image. je l'avais pas Il y reconnue avait- son maman parce qu'elle était masquée, mais je la connaissais bien. En fait, cette femme, c'est Olivia Grégoire, quand j'étais président là, des hautes commissions, elle était au cabinet Xavier Bertrand. Et on avait travaillé ensemble d'ailleurs sur la communication au moment de la pandémie grippale de 2009, là. Mais, c'est vrai que j'avais vu la photo dans les médias, mais je ne l'avais pas reconnue. Après, j'ai vu que c'était Olivia Grégoire. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la seringue, il faudrait leur demander, hein. Mais non, surtout, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que quelques mois avant, Véran avait dit jamais on inoculera une femme enceinte. Et après, il pavane à la télé, il inocule une de ses collègues enceinte. Faut pas nous prendre pour des cons. De toute façon, que ce soit Macron, Véran, tout ça, chaque fois qu'ils ont dit jamais on fera ça, Oui, jamais ce sera nécessaire pour aller au restaurant, jamais, oui, bien sûr. jamais, jamais, mais à chaque fois qu'ils disent jamais, hop, ça nous tombe dessus quelques temps après. Donc c'est voilà, donc c'est un scandale absolu qu'on continue. Il faudrait interdire immédiatement euh, la commercialisation de ces produits quand on sait qu'il y a eu tellement d'irrégularités, de manipulations, ils n'ont pas respecté les règles, ils n'ont pas fait toutes les études animales requises par la loi avant de passer à l'homme. Euh, Quand il y a des effets secondaires qui ont été camouflés, on n'arrive pas à savoir la composition exacte des produits. Et le gouvernement refuse toujours de nous donner les statistiques des gens français vivant en France qui sont morts en fonction de leur statut vaccinal Covid. Pourquoi ils ne veulent pas le donner? Ils ont peur, parce s'ils étaient tranquilles, ben, ils nous donneraient les données. Et ils ont dit, ah oui, mais c'était, quoi, je dirais rigolo, en fait, c'est pitoyable, mais c'était d'abord Laurent Toubiana, Pierre Chaillot qui avait demandé, puis Xavier Zalbert, Bonsens et d'autres. On a demandé aux autorités, ben, donnez-nous les chiffres. Ah non, non, on les a pas. Il ne faut pas nous prendre pour des cons, parce que quand ils les ont. Ah oui, d'accord, on pourrait les avoir, mais c'est trop de travail. Et les fonctionnaires du ministère sont débordés, on n'a pas le temps de faire l'analyse statistique. Alors nous, on avait proposé avec bon sens, ben, si vous voulez donnez-nous les bases de données. On peut trouver quelques experts statisticiens de haut niveau, même les rémunérer s'il faut, pour faire le boulot. Et puis après, plus de réponse. Oui, et puis même les statistiques étaient frauduleuses parce il y avait quelque chose comme si jamais c'était quelqu'un qui était mort 7 jours après la Ah vaccination, oui. c'était plus comptabilisé comme quelqu'un de vacciné. Enfin, c'était très bizarre. C'est exactement. Ce que je disais quand ils ont fait leurs essais vaccinaux en urgence. Très vite, comme ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires dans les 15 premiers jours, ils ont dit, ben, si l'effet secondaire survient dans les 15 premiers jours, c'est pas un effet secondaire parce qu'ils ne sont pas encore vaccinés. Puis après, ceux qui avaient reçu qu'une dose étaient considérés comme non vaccinés alors qu'ils pouvaient faire plein d'effets secondaires du fait de la première dose. Et après, dans leurs essais, très vite, au bout de quelques semaines, ils ont vacciné tout le monde en disant, ben, c'est une perte de chance pour ceux qui ont eu le placebo, donc on donne ça à tout le monde, comme ça on ne peut plus comparer les groupes. Non, mais quand on regarde,
Et quand on voit après des grands prêtres de la science comme professeur Molimar, professeur Costagliola, qui ont été adoubés comme étant les grands gardiens de la science en France, qui disent, ah ben voilà, c'est la vraie science, les études randomisées, qu'on sait que toutes ces études ont été bidonnées. Il y a rien de plus facile que de bidonner une étude randomisée. Alors c'est vrai, quand c'est bien fait de façon honnête, ça peut être parfait. Sur des grandes populations hétérogènes, bon, ça n'évalue pas forcément chaque individu parce qu'il y a des gens qui réagissent pas du tout aux mêmes médicaments de la même façon. Donc, quelquefois, ces grandes études sur des milliers de gens, ça n'a aucune valeur parce que ça peut très bien être actif sur un sous-groupe et pas sur l'autre. Mais on sait que c'est très, très facile de truquer. Moi, je l'avais vu pour la maladie de Lyme. Même c'est les rédacteurs en chef des journaux médicaux qui ont dit que les études publiées par les labos pharmaceutiques, même il y en a, je crois que c'était le rédacteur du Lancet qui avait dit il y en a pas moins, près de la moitié qui sont fausses, qui sont des données truquées. Pour les essais sur le Covid, c'est une Américaine qui avait publié dans le British Medical Journal elle travaillait dans une boîte qui sous-traitait pour Pfizer, je crois, pour un peu mouliner les données statistiques. Elle avait dit non, c'est pas possible, il y a des choses qui ont été truquées dans les données. Donc tout ça, on le sait. Même la meilleure preuve, Anthony Fauci, j'espère qu'un jour il sera mis en examen. Bon, mais pour l'instant, c'est pas le cas, malheureusement. Euh, Quand il était directeur de la branche maladie infectieuse du NIH, c'est lui qui pilotait tout aux États-Unis. Il avait dit ben, le Remdesivir, qui était un produit de Gilead, c'est le traitement miracle, alors qu'il n'y avait aucune donnée. Il dit, oui, on va faire une étude randomisée contre placebo. Et il pensait il espérait que ça réduise la mortalité. Il lance l'étude, et puis au bout de quelques temps, il s'aperçoit que ça ne marche pas du tout, que c'est même dangereux, parce que moi, je sais par les réanimateurs à Paris à l'époque que la moitié des malades qui étaient sous Remdesivir avaient fait des insuffisances rénales aiguës, et que certains étaient sous rein artificiels. Alors que c'est un produit qui était très cher. Alors, il rapportait beaucoup à Gilead, hein, les actions montaient. Mais, voilà. Alors, Fauci, il voit que l'étude ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait en cours d'étude, ce qui est totalement interdit quand on est un... Et normalement, le professeur Molimar, le professeur Costagliola aurait dû hurler en disant ça, on n'a pas le droit de faire ça. Il change les critères d'évaluation en cours d'étude. Ça, c'est un non-sens absolu en termes de science. Et il dit, ouais, mais finalement, la mortalité, c'est pas grave, on va évaluer sur la durée d'hospitalisation. Ça n'a aucun intérêt. Et puis, je pense qu'ils ont un peu bidouillé leurs résultats pour dire, ah, ben, c'est super, on réduit de 3 jours la durée d'hospitalisation si on a reçu du Remdesivir à 2 000 € l'ampoule, qui a rapporté des milliards à Gilead. Et puis en fait, d'autres études n'ont pas du tout confirmé ce bénéfice de 2 3 jours d'hospitalisation. Donc, sous nos yeux, sous les caméras, devant les experts du monde entier, les scientifiques, les journalistes, Anthony Fauci a commis un crime contre la science en modifiant des critères en cours de route. Et ça gêne personne. Ça gêne personne. Quand on a attaqué Raoult, la chloroquine, pourtant il y avait déjà une étude randomisée en Chine qui montrait que la chloroquine marchait. Raoult avait démontré sur les 25 malades, ça faisait baisser la charge virale. Il n'y avait pas photo, c'était prouvé. Euh, on nous a sorti des études truquées, frauduleuses. C'est, Bah, d'ailleurs, c'est... il a été critiqué pour avoir fait en double aveugle à l'époque, et maintenant Kennedy dit que ça devrait être la norme pour les vaccins. Oui, mais le double aveugle, quand on est dans l'urgence aussi, il y avait des textes de l'OMS que j'avais retrouvés sur mon ordinateur qui disaient s'il y a une urgence, une crise sanitaire terrible et qu'on n'a pas le temps de faire les études, parce que faire une étude comme Discovery, alors, qui était un flop, il fallait attendre des mois les résultats. Euh, S'il y a un médicament où il y a des indices comme quoi ça peut marcher, on connaît qu'il n'est pas toxique, on y va, on évalue. Si... Or, la chloroquine était en vente libre comme des bonbons depuis des décennies. D'un seul coup, on l'a classée en substance vénéneuse. Il y avait une étude randomisée en Chine qui avait montré que ça marchait. D'ailleurs, les auteurs avaient subi des pressions pour modifier un peu les conclusions à la fin. Euh, il y avait des études de Raoult. Donc, ça y est, on y va. On sait que la chloroquine, c'est bien toléré. Bon, il y a quelques précautions à prendre sur certains effets secondaires. S'il y avait eu 100 malades inclus comme ça, même sans groupe témoin, en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Espagne, c'était réglé. On avait la preuve que ça marchait ou ça marchait pas. Et,
en voulant faire de l'excès de science, on a tué tous les jours des milliers de Français. Et moi, je l'avais dit dès le mois de juin que le fait d'avoir bloqué la chloroquine en France, ça avait tué 25 000 personnes. On m'en veut pour ça, mais j'ai les preuves scientifiques. C'est ce qui s'est fait, tout ce qui s'est passé était assez odieux. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il va y avoir une nouvelle émission. Je pense beaucoup de gens vont être impatients de les retrouver. C'est Monsieur Véran et Michel Simès qui vont avoir une nouvelle émission télé. Ah Santé, oui. bien sûr. Alors, moi, je regarde pas la télé, mais on m'a envoyé l'extrait, c'était sur C'est dans l'air. Parce que il y avait mon grand ami Patrick Cohen, qui est un grand journaliste indépendant, qui est un grand scientifique. Ouais, lui, il m'a attaqué plein de fois, il s'est pas gêné. Bon, moi, il fait ni chaud ni froid, ce gars-là. Il m'a attaqué sur la maladie de Lyme. Donc, C'est vrai qu'il a l'air de s'y connaître. oui, il s'y connaît très très bien. Et Michel Simès, moi je le connaissais depuis des années. Au début, moi je le trouvais sympa et on s'entendait bien. Il m'invitait régulièrement à son émission pour des sujets d'actualité. On avait fait des belles émissions sur la maladie de Lyme. Il était à fond pour moi à l'époque, hein, je me souviens. Et un jour, il a été retourné. Il faudrait lui poser la question pourquoi. Du jour au lendemain, il m'a rejeté. Il a invité à faire des émissions sur Lyme avec des anti-Lyme féroces. Euh, et tout ça est responsable maintenant de la mort à petit feu de centaines de milliers de Français qui sont plus soignés. Euh, donc il m'a beaucoup déçu sur le Lyme. Puis après, quand le Covid est arrivé, il m'a encore plus déçu parce qu'il a dit les pires mensonges possibles. Il s'est jamais excusé après. Et là, alors qu'il invite Véran, qui a menti comme je sais pas quoi pendant la crise, qui était responsable des pires catastrophes de santé publique, que tous les deux, ça pavane comme ça en disant on va être les garants de la science. Waouh, je suis pas sûr qu'ils aient un audimat très élevé parce que, euh, mais ça prouve que tous ces gens-là, ils sont aux abois, là, à faire une chaîne de désinformation en faisant passer pour les garants de la science. Molimar Costagliola qui vont être les garants de la science. Quand on sait que Madame Costagliola, quand même, s'était révélée publiquement par les Anglais, c'est elle qui avait fait pression sur Andrew Hill, un professeur anglais qui avait fait un rapport pour l'OMS sur l'ivermectine. Et Andrew Hill, il avait été payé pour montrer que ça marchait pas. Puis manque de bol, son étude montrait que ça marchait super bien. Et il était enthousiaste, il avait communiqué. Il est convoqué aux États-Unis au NIH à l'époque. Je ne sais pas si c'est Fauci qui l'a reçu. Il revient des États-Unis. Ah, mais finalement, je me suis emballé. J'aurais pas dû conclure ça. Les études sur lesquelles je me suis basé n'étaient pas terribles. Et il change sa conclusion. Et Tess Rory, une autre chercheuse anglaise, l'avait coincé en enregistrant sans qu'il soit au courant qu'il était enregistré. Et il avait quand même balancé que c'était le professeur Dominique Costagliola à Paris de l'INSERM qui lui avait demandé de changer ses conclusions. Donc, et maintenant, c'est elle qui est mise comme garante de la science en France. C'est inquiétant comme et puis elle a eu le Grand Prix de l'INSERM, tout ça. Puis et tous les autres qui ont raconté n'importe quoi, qui ont eu la Légion d'honneur. Mais ça, c'est la Macronie. Mais c'est triste. Non, mais là, franchement, j'ai mal pour la France, mal pour les médecins, qui ont été maltraités, tous ces médecins qui ont soigné, qui ont été radiés parce qu'ils ont sauvé des gens avec l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, la vitamine D, etc. C'est, c'est très triste, mais je pense que ça va changer. Tout ça, c'est cyclique, hein. Puis il y a tellement de données qui sortent, même si c'est censuré aujourd'hui en France, que je suis quand même confiant pour l'avenir. Alors, Donald Trump, pour revenir aux États-Unis, a publié une vidéo récemment affirmant que tous les vaccins sont potentiellement toxiques et liés à l'autisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que c'est exagéré. Qu'il y ait un lien entre certains vaccins et l'autisme, je pense que c'est vrai. D'ailleurs, il y a un film, alors j'ai oublié le nom du film, que j'avais vu il y a quelque temps. Il y avait une polémique il y a quelques années qu'un agent, un employé du CDC d'Atlanta, ce fameux centre de surveillance des maladies, avait balancé publiquement parce qu'il avait craqué. Il se sentait pas bien sur le plan éthique que le CDC avait camouflé des données montrant que le vaccin rougeole, oreillon rubéole, le ROR, augmentait un peu le risque d'autisme. Et alors tout le monde a dit non, c'est des fake news, puis après on l'a fait taire. Mais le gars, il montrait les courbes. Effectivement, il y avait une petite différence, mais qui n'était pas colossale non plus. Donc,
ça pouvait pas expliquer tous les cas d'autisme. C'est sûr que peut-être que dans certains cas, ça peut favoriser. Alors, et puis curieusement, le vaccin rougeole séparé n'était pas incriminé, c'était que l'association avec Orion rubéole. Je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Ben, ça aurait été très simple hein, de faire une étude pour le démontrer. Au lieu de dire non, non, c'est n'importe quoi, ils n'ont jamais fait l'étude, alors quoi, ça aurait pu, en quelques mois, on aurait pu montrer si oui ou non c'était vrai. Moi, je dis pas que je suis pas partisan de dire oui ou non c'est vrai, quand on voit quand même que le gars, il prend sur lui de balancer des secrets du CDC qui montent des courbes. Je pense qu'il n'a pas fait ça juste pour rigoler. Donc, au moins, mais tout ça, on l'a traité de fou et on a circulé, il n'y a rien à voir, il n'y a jamais eu d'étude. C'est ça qui m'a beaucoup choqué. Euh, Même ça avait choqué aussi le professeur Montagnier qui avait été à l'Académie de médecine. Il s'était fait lyncher à l'Académie de médecine parce qu'il avait osé parler de ça. Euh, donc, pour moi, l'autisme doit être multifactoriel. Il y a peut-être peut-être les pesticides, les perturbateurs endocriniens, peut-être maintenant, on ne sait pas, peut-être maintenant les téléphones portables. Beaucoup de jeunes enfants sont exposés. Et je ne dis pas que c'est vrai ou pas. Il peut y avoir des facteurs multiples. Alors, quand on dit oui, mais les Amish, ces communautés aux États-Unis, au Canada, qui vivent comme au XVIIe siècle, sans électricité, sans téléphone, sans voiture, sans moteur, sans rien, et sans vaccin, ils n'ont pas d'autisme. Oui, mais ils sont pas vaccinés, mais ils mangent que de la nourriture bio qu'ils cultivent eux-mêmes. Ils sont pas ils voyagent jamais, ils sont pas exposés aux pesticides, etc. Donc, encore une fois, je suis tout à fait ouvert à l'idée que peut-être que certains vaccins favorisent l'autisme, mais maintenant c'est devenu du délire sur Internet ou dans les ligues antivaccinales. C'est prouvé que tous les vaccins donnent l'autisme. On tombe dans un excès que je ne supporte pas. C'est pour ça que j'ai jamais été à l'aise avec les ligues antivaccinales parce qu'il y a des gens très bien dedans, il y a des parents de victimes ou de gens qui sont crus victimes de vaccins, mais ils tombent dans un excès qui n'est pas du tout scientifique. Il faut raison garder. Donc, euh, qu'il y a un lien entre vaccins. Alors après, peut-être que depuis quelque temps, ils rajoutent dans les vaccins des cochonneries, sans nous le dire. Ça, c'est possible, mais ce ne serait pas le vaccin lui-même, ce serait ce que... parce que quand même, Bill Gates, je crois qu'il peut plus mettre les pieds en Inde parce qu'il est mal vu là-bas ou dans d'autres pays. Euh, C'était prouvé et publié qu'il avait rajouté de la bêta-HCG, qui est une hormone naturelle que les femmes sécrètent pendant la grossesse pour permettre La grossesse. au petit Mm. fœtus de se nicher. Mais si on injecte ça à une jeune fille qui est pas enceinte, ça peut empêcher la grossesse. Bon, quand c'est mis à forte dose, hein. C'était prouvé qu'ils avaient rajouté ça dans les vaccins pour stériliser les jeunes filles en Afrique, au Pakistan, je sais pas, dans d'autres différents pays, en Inde aussi. Donc ça, c'est prouvé qu'ils ont été capables en secret, de rajouter des substances pour réduire la population, de réduire des populations qu'ils voulaient voir diminuer sur la planète. Je ne veux pas être complotiste, mais quand on sait que ça s'est prouvé, c'est sorti, qu'on sait qu'ils ne révèlent jamais la liste complète des produits qu'il y a dans les vaccins ou dans certains médicaments, je me dis peut-être, c'est peut-être, je n'ai pas, peut-être que Trump a des données là-dessus que je n'ai pas, que finalement ils ont rajouté plein de saloperies dans différents vaccins, j'en sais rien. Mais moi, je sais pas, je serais Macron, je serais le ministre de la Santé, je dis, voilà, c'est un truc très grave, immédiatement on fait une enquête sérieuse. Ben, évidemment, ils ne le font pas. C'est ça Vous qui est pensez que triste. Bill Gates a volontairement stérilisé Ah, mais c'est officiel, hein, c'est pas moi, c'est, c'était les campagnes organisées par, je dis pas que c'est Bill Gates lui-même, mais la présence de bêta-CG dans les seringues, elle était avérée, hein.